Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous connaissez bien M. Boniface et que vous savez, vous allez passer un moment intéressant avec lui ce soir. Un petit rappel sur qui est M. Boniface. Donc, vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université de Paris 8. Vous dirigez aussi la revue internationale des stratégiques et l'année stratégique. Vous avez écrit et vous dirigez la publication d'une quarantaine d'ouvrages ayant pour thème les relations internationales, les questions nucléaires et de désarmement, les rapports de force entre les puissances ou encore la politique étrangère française ou l'impact du sport dans les relations internationales. Monsieur Boniface, vous publiez de nombreux articles dans des revues internationales de géopolitique et vous intervenez régulièrement, comme je disais tout à l'heure, dans les médias, qu'ils soient nationaux ou internationaux, écrits ou audiovisuels. Vous êtes aussi éditorialiste pour l'hebdomadaire Actuel, pour les quotidiens La Croix, La Vanguardia et Al-Ittihad. Là, je suis moins bon là, sur... L'espagnol, c'était bien. Hein. Et puis, M. Boniface, vous avez présidé la commission de prospective sur l'avenir du football auprès de la Fédération française du football. Et on ne va pas vous interroger ce soir sur le résultat de dimanche pour le rugby, mais on pourrait, si vous avez un petit peu de temps après. Et vous êtes aujourd'hui secrétaire général de la Fondation du football. Vous êtes aussi chevalier de l'Ordre national du mérite et chevalier de la Légion d'honneur. Et vous écrivez des ouvrages qui seront d'ailleurs à votre disposition après cette conférence dans l'entrée. Quelques-uns, je vous citerai, dont, je ne sais pas, vous pouvez peut-être me dire, c'est les meilleures ventes, les intellectuels faussaires, je pense, remportent un large succès. Et puis vous avez écrit aussi L'Atlas du monde, les relations internationales de 1945 à nos jours, et d'autres livres qui seront donc à votre disposition tout à l'heure. Avant de vous laisser la parole, juste l'introduction, si vous le voulez bien. Ça fait à peu près 3 ans maintenant que la société a perdu ses repères. La société occidentale aujourd'hui ne vit plus dans les mêmes conditions et avec les mêmes références qu'hier. Jusque-là, tout allait presque bien. On vivait dans un équilibre quasi certain, ou tout au moins sans trop d'interrogations majeures. Aujourd'hui, majoritairement, nous avons changé de préoccupation. Puisque, comme je le disais, au cours de ces dernières années, nos préoccupations majoritaires, les plus importantes, étaient des questions d'environnement, liées à la pollution de la planète, et ceci a alimenté notre stress, souvent d'ailleurs de façon un peu trop démesurée. Aujourd'hui, ce n'est pas pour sauver notre monde dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, que nous devons prendre des décisions, mais bien demain, bien avant la fin de l'année, au plus tard, si nous voulons sauver notre système financier actuel, si nous voulons sauver l'euro, si nous voulons assurer le devenir immédiat de notre pays, le devenir de l'Europe face au monde qui nous entoure, le devenir de l'Europe face aux pays émergents prédateurs en pleine croissance économique. Et puis, il y a eu ce printemps arabe qui n'en finit pas, Dieu merci, si j'ose dire. Mais que devons-nous faire vis-à-vis de ces nouvelles démocraties? Et sont-ce vraiment des démocraties qui sont là en train de germer? En favorisant leur soif de liberté, ne faisons-nous pas des calculs pas trop avouables, comme celui d'une meilleure régularité de nos approvisionnements en énergie fossile, sans risque d'un chantage à l'embargo? Voilà, M. Boniface, pourquoi nous vous avons demandé d'intervenir ce soir devant des chefs d'entreprise, des élus locaux et les responsables économiques de notre département. Car nous avons soif de clarté et nous avons soif d'espoir pour l'avenir de nos enfants. Merci, Monsieur le Président. Vous m'avez tracé une feuille de route et je vais essayer de la suivre au cours des 50 prochaines minutes et ensuite d'ouvrir le jeu des questions-réponses, sachant que c'était déjà un pari hasardeux de faire le tour du monde en 80 jours, pari qui a été gagné. Le faire en 45-50 minutes est encore plus périlleux et forcément mon exposé sera, si ce n'est partial, du moins partiel, mais le jeu des questions-réponses est là pour compenser tous les manquements
nombreux qui auraient pu être là. En fait, quand vous avez dressé la situation, vous parliez des 3 dernières années, comment le monde se dirige, et en fait, vous me tendez une perche de savoir quel est l'ordre mondial et qu'est-ce qui change réellement le monde. Est-ce que nous sommes dans un monde réellement nouveau? Et je me mets dans le lot, je fais partie des commentateurs, et les commentateurs ont plutôt tendance naturelle ou professionnelle à trouver des événements historiques très régulièrement, l'événement du siècle chaque année, parce que on parle plus facilement des trains qui déraillent de ceux qui arrivent à l'heure, et que la profession veut que pour capter l'attention du public, dire que plus rien ne sera comme avant, que tout a changé, a plus de sens pour essayer d'attirer l'attention du public que de dire « Oh, finalement, c'est un peu comme hier ». Si on dit par exemple que la mort de Kadhafi a changé la face du monde, on ne retient plus facilement l'attention du public de dire que ça ne change pas grand-chose à la situation en Libye ou à la situation au Proche-Orient, ce que je crois par ailleurs personnellement. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur les questions internationales, il y a déjà quand même quelques temps, mais pas si longtemps que ça quand même, le problème était l'obtention de l'information. Ce n'est plus le problème aujourd'hui. Il n'y a pas à rechercher l'information, elle arrive par flot. Le problème est la sélection de l'information et la mise en perspective de l'information pour justement voir quel est l'événement qui n'est qu'une étape parmi de nombreux autres dans la marche du monde et voir l'événement qui structurellement change la marche du monde. Mais je dirais que c'est aussi quelque chose auquel vous, comme chef d'entreprise, vous êtes confronté quotidiennement. Qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce que je dois oublier? Et je crois qu'on a tous fait l'expérience au cours des vacances, elle commence aujourd'hui pour certains, malheureusement pas pour moi, mais peut-être, j'espère, pour certains d'entre vous. Si on reste une semaine sans lire la presse, lorsque l'on rentre et qu'on voit la pile de journaux, eh bien finalement, on lit en 1h30 ce qu'on aurait mis 10 heures à lire, et on sélectionne de soi-même beaucoup plus vite. Alors, est-ce que nous sommes rentrés dans un monde nouveau il y a 3 ans, et quelles sont les ruptures historiques qui font que nous vivons dans un monde différent? Si on regarde, mes collègues et confrères ont depuis quelque temps trouvé des ruptures historiques qui n'en sont pas. Par exemple, on a trouvé une première rupture historique le 8 août 2008 parce que le jour même, ce n'est pas tout à fait un hasard, la Chine accueillait les Jeux Olympiques et on dit que c'est l'émergence de la Chine comme puissance mondiale. Elle reçoit le monde entier, il y a de nombreux chefs d'État et de gouvernement qui sont là, et donc la Chine prouve qu'elle est au centre du monde. Et le jour même, il y a une guerre entre la Russie et la Géorgie, et la Russie qui avait été longtemps humiliée, qui était sur la défaite, qui n'avait plus gagné de guerre depuis longtemps, eh bien finalement gagne une guerre contre un petit pays, certes, mais un petit pays lié stratégiquement aux États-Unis. Et donc on dit, voilà, maintenant il y a 2 nouvelles grandes puissances, la Russie et la Chine, on rentre dans un monde nouveau. Non, ce n'était pas le cas. Si la Russie a donné une leçon militaire à la Géorgie, c'est que depuis déjà quelques années, elle avait retravaillé à sa puissance et que Poutine, d'une main plus de fer que d'un gant de velours, avait restauré l'autorité de l'État russe. Et si la Chine accueillait les Jeux Olympiques, c'est d'une part parce qu'on lui avait accordé 7 ans auparavant, et que par ailleurs, le fait d'octroyer les Jeux Olympiques à la Chine était simplement la reconnaissance d'un parcours vers la puissance qui avait commencé bien longtemps, depuis le début des années 80, et la politique de Deng Xiaoping, qui avait gardé l'appareil du Parti communiste, mais rompu avec les méthodes économiques traditionnelles du Parti communiste. À peine 6 semaines se sont écoulées entre le 8 août que le 15 septembre, et là c'est une date que vous avez forcément en mémoire, la banque Lehman Brothers fait faillite, ou du moins le président des États-Unis décide de ne plus garantir et de ne pas aller sauver cette banque Lehman Brothers qui était l'un des fleurons du capitalisme américain. Et quels sont les commentaires généraux de l'époque? C'est de dire, voilà, c'est la faillite non seulement de Lehman Brothers, mais des États-Unis. Et après la faillite stratégique américaine en Irak, après l'échec qui commence à devenir patent en Afghanistan, après également la faillite morale américaine d'Abu Ghraib, de Guantanamo, etc., eh bien, le triptyque, c'est la faillite financière. Et les commentaires le 15 septembre sont que les États-Unis sont entraînés vers un déclin et qu'ils vont disparaître des écrans radars de la puissance. 6 semaines encore après, Barack Obama est élu le 4 novembre 2008. Et quels sont les commentaires? Eh bien, de nouveau, le flambeau de la Statue de la Liberté éclaire le monde, et de nouveau, les États-Unis sont le pays qui, par son leadership,
peut diriger le monde. De deux choses l'une, soit ils peuvent diriger le monde le 4 novembre, soit ils sont en faillite le 15 septembre. Mais c'est l'un ou l'autre. En fait, les deux sont faux. Les deux sont faux. Le 15 septembre, une banque fait faillite, mais le PNB américain ne vient pas être siphonné. Et le 4 novembre, et on était quelques-uns à le dire à l'époque, on peut se féliciter de l'élection de Barack Obama, mais il n'est pas magicien, et s'il peut prendre une meilleure direction pour les États-Unis, il ne va pas régler tous les problèmes auxquels, en grande partie, mais pas seulement, du fait de la gestion de son prédécesseur, les États-Unis sont confrontés. Et puis, en mars 2009, c'est le G20, le premier sommet du G20, et on dit, voilà, le monde est devenu multipolaire. Non, le monde n'est pas multipolaire. Il le deviendra peut-être, mais il n'est pas multipolaire. Et je reviendrai sur cela par la suite pour expliciter mon propos. Donc on voit que, en quelques temps, on nous a dit qu'on rentrait dans un monde nouveau, alors qu'en fait, c'était des étapes dans la marche du monde, mais qui ne changeaient pas vraiment l'ordre. De même, on a commémoré, le mot est difficile, mais commémoré, et non pas célébré, le 10e anniversaire du 11 septembre, il y a un mois et une semaine. Le 11 septembre n'est en rien une rupture historique. Le 11 septembre, et je veux peut-être en choquer certains, n'a pas changé le monde. L'impact du 11 septembre sur la marche mondiale est très limité. L'impact émotionnel du 11 septembre est très fort. Mais il ne faut pas confondre l'impact émotionnel et l'impact stratégique. Et d'ailleurs, regardez, quand on a commémoré le 11 septembre à la télévision, dans les journaux, on parlait des pompiers, de leurs sacrifices, de la douleur des familles, des victimes. Mais ça, on est dans le domaine de l'émotion. Je pense que chacun d'entre vous dans cette salle, y compris les plus jeunes, se rappelle où ils étaient et avec qui ils étaient quand le 11 septembre est survenu. Et quel choc ils ont eu en apprenant la nouvelle. Quand je suis confronté à un public d'étudiants, donc des jeunes gens qui ont 20-22 ans, donc qui commençaient à peine à s'intéresser à l'actualité, en tant qu'enfants encore, enfants qui avaient 10-12 ans à l'époque, le 11 septembre, ils se rappellent très bien, donc encore plus nous qui étions déjà adultes à ce moment-là. Et donc, si on peut se rappeler du choc émotionnel, structurellement, le 11 septembre n'a pas affecté la marche du monde. Les États-Unis ont été frappés comme jamais ils ne l'avaient été au cours de leur histoire, parce que les États-Unis ont cette particularité inconnue en Europe de ne pas avoir été touchés par la guerre extérieure. Le territoire américain n'a jamais été sous la menace d'un ennemi extérieur, contrairement à tous les territoires européens. Il y a une guerre qui a dévasté les États-Unis, mais elle était interne, c'est la guerre civile américaine. Et la dernière fois, on a parfois dit que le 11 septembre était un Pearl Harbor terroriste. Non, Pearl Harbor n'est pas le territoire continental américain, c'est dans les îles du Pacifique, donc ça n'a pas la même signification. La dernière fois où le territoire américain a été attaqué de l'extérieur, c'est en 1812, lorsque les Britanniques ont voulu brûler la Maison-Blanche. Mais à l'époque, les États-Unis, par définition, n'avaient pas le statut de puissance qui était le leur en 2001. Donc on voit bien le choc, les images en boucle à la télévision, le fait que les Twin Towers étaient des symboles auxquels, j'imagine, beaucoup d'entre vous ont rendu visite, et s'ils n'y ont pas rendu visite, c'était le nombre de films qui les montraient, etc. Le fait de prendre des avions, instruments de rapprochement normalement des peuples et des civilisations comme instruments de mort, et le fait d'attaquer les États-Unis au moment où on les croyait invulnérables. Tout ceci a choqué, plus la douleur des victimes, mais le poids spécifique des États-Unis dans le monde, et du Japon, et de la Chine, et de la Russie, n'a pas été affecté par le 11 septembre. Le monde n'est pas le même aujourd'hui qu'il ne l'était le 11 septembre, mais s'il a évolué, c'est par touches successives, dont en aucun cas le 11 septembre n'est le facteur déclencheur. Ce qui est un des éléments les plus fondamentaux du changement du monde aujourd'hui, c'est l'émergence, par exemple, de la Chine, entre autres. L'émergence de la Chine n'est en rien liée au 11 septembre. Et si les États-Unis sont plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient le 11 septembre, c'est bien sûr partiellement du fait de la guerre d'Irak, de l'explosion des dépenses militaires qui jouent sur la dette, mais je dirais que la guerre d'Irak n'est en rien la réponse obligée du 11 septembre, puisque certains la proposaient avant le 11 septembre. La guerre d'Irak était proposée par les néoconservateurs depuis 1998, le 11 septembre a été le prétexte, légitimement, de cette guerre. Et si la Cour suprême des États-Unis avait décidé de laisser les votes de Floride être recomptés, Al Gore aurait été élu président, et Al Gore n'aurait pas déclenché la guerre d'Irak, y compris après le 11 septembre. La guerre d'Irak a contribué à l'affaiblissement relatif des États-Unis, mais cet affaiblissement relatif, il est surtout dû à l'émergence des autres.
et donc pas au 11 septembre. Donc le 11 septembre n'est pas un changement structurel. On l'a tous en tête, c'est un événement qui marque les consciences, qui est émotionnellement très fort, qui a créé un effet de sidération sur les consciences, mais il ne change pas la structure profonde des relations internationales. La dernière fois que la structure profonde des relations internationales a été changée, ce n'est pas le 11-9, c'est le 9-11, le 9 novembre 89, quand le mur de Berlin est tombé et que nous avons quitté le monde bipolaire dans lequel nous vivions depuis 50 ans. Ça, on est vraiment passé d'un monde à un autre. Pendant 50 ans, toutes les relations internationales ont été structurées autour de la compétition soviéto-américaine. Tous les conflits, Indochine, Amérique centrale, Afrique australe, etc., étaient reliés d'un côté à Moscou, de l'autre à Washington. Lorsque ce monde bipolaire s'effondre, là, on change de monde vraiment. Mais d'ailleurs, si le monde bipolaire s'effondre, si le mur de Berlin tombe, c'est que le monde bipolaire était déjà entamé. Sinon, les militaires est-allemands auraient tiré sur la foule et le mur ne serait pas tombé. Donc, là encore, ceci montre que les médias et les commentateurs aiment bien trouver des symboles facilement identifiables, mais qui ne sont pas réellement explicatifs. Le monde bipolaire ne s'effondre pas en un jour. Ça, c'est le symbole, parce que la photo du mur était présente dans tous les esprits. Rappelons d'ailleurs que le mur a été construit en 61 et que le monde bipolaire date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais si ce mur de Berlin s'effondre, c'est que le monde bipolaire a été grignoté, que l'acide de la politique libérale de Gorbatchev a joué depuis déjà des années. Et donc, on aime bien retenir les choses symboliques, mais la structure est plus lente. Alors, depuis la fin du monde bipolaire, le monde est en recomposition. Le monde est en recomposition et la question débattue éternellement par les chefs d'État, les ministres, les experts, les journalistes, les responsables associatifs, c'est est-ce que le monde est multipolaire ou est-ce qu'il est unipolaire? Est-ce que le monde est partagé entre plusieurs puissances ou est-ce que les États-Unis donnent le ton pour le reste du monde? C'est ça la structure du monde. La structure du monde dépend du nombre de puissances qui existent. Quand il y avait deux grandes puissances, ce que Charles de Gaulle appelait le condominium soviéto-américain, le monde était bipolaire parce qu'il y avait deux pôles de puissance. Au XIXe siècle, Bismarck disait « les relations internationales, c'est simple, dans un système à 5, il faut être 3 contre 2 ». Pourquoi disait-il cela? C'est qu'à la fin du XIXe siècle, seule l'Europe était une puissance, le reste n'existait pas. Il existait, bien sûr, physiquement, mais il n'existait pas en tant que puissance. Et seule l'Europe était une puissance qui possédait le monde, et en Europe, il y avait 5 puissances, l'Empire russe, l'Empire allemand, enfin la Prusse, puis l'Empire allemand après 1871, l'Empire austro-hongrois entre les deux, la France et le Royaume-Uni. Et donc, il fallait, par des jeux d'équilibre, être 3 contre 2. Maintenant, plus personne ne pourrait dire cela. Alors, quels sont le nombre de puissances? Comment peut-on définir l'ordre mondial? Eh bien, d'abord, je dirais que le monde n'est pas multipolaire. Et moi, j'essaye d'être réaliste. Donc, vous m'avez demandé de vous donner confiance, j'essaierai, mais disons qu'il vaut mieux, si on veut changer les choses, il faut d'abord reconnaître les difficultés. Et donc partir des réalités plutôt que des espoirs. Après, on peut transformer les réalités en espoirs. Le monde n'est pas multipolaire, et là, ce n'est ni un vœu, ni un regret, c'est un constat. Parce que le rôle des États-Unis est incomparable dans le monde, et qu'il n'y a pas d'équivalent à la puissance américaine. Les États-Unis sont le premier empire d'un âge global. Il y a déjà eu des empires dans le passé. Et il est vrai que les États-Unis n'aiment pas beaucoup être traités d'empire ou d'empire de la liberté. Mais ils disent, nous ne sommes pas une puissance coloniale, contrairement aux puissances européennes. Toujours est-il que les empires précédents, et quand j'emploie le terme d'empire, c'est un pays qui a une assise stratégique en dehors de son territoire national. C'est ça, un empire. L'empire romain était un empire sur le pourtour de la Méditerranée. L'empire mongol était juste en Asie, et oui, débordé légèrement. L'empire américain, il est présent partout. Les États-Unis sont stratégiquement, économiquement, politiquement, culturellement présents partout dans le monde. Regardez comment nous avons suivi les élections présidentielles américaines de 2008. Et on aura la même chose pour 2012. Bien sûr, il y avait l'attrait de la nouveauté. Est-ce que, pour la première fois, une femme ou un noir va rentrer à la Maison-Blanche? Il y avait le rejet de George Bush qui faisait que beaucoup d'espoir était placé dans une nouvelle présidence.
Mais de février-mars 2008 jusqu'au 4 novembre, les médias ont eu en première page, en ouverture des journaux, pratiquement tous les jours, les primaires, puis l'élection présidentielle américaine. En France, la nuit du 4 novembre, les télévisions ont fait des programmes électoraux spéciaux, comme ils le font pour une élection. En fait, non, puisque un an après, en septembre 2009, nous avons élu nos représentants au Parlement européen, et on sait que le Parlement européen compte beaucoup dans la décision, y compris la réglementation qui nous sont, que l'on doit respecter. Eh bien, ce jour-là, TF1 a fait un programme de 30 minutes et est passé à une série américaine par ailleurs. Et là, pendant toute la nuit, on a attendu les résultats. Donc, comme si c'était... Et il n'y a pas qu'en France. Ce fut vrai dans tous les pays européens. Pire encore, ou plus étonnant encore, les élections américaines ont été suivies de façon très attentive dans des pays où le peuple ne désigne pas lui-même ses représentants. Dans des pays où la démocratie n'existe pas, le processus électoral américain, des primaires au vote pour les électeurs à 2 tours, a été suivi avec beaucoup d'attention. Comment expliquer cela ? Comment expliquer que du Sénégal au Pérou, en passant par l'Afrique du Sud et la Norvège, l'élection du président américain a été suivie attentivement? Ce fut vrai aussi bien en Arabie Saoudite, qui ne désigne pas tout à fait librement ses représentants, qu'au Danemark, où on vote tout à fait librement. Pourquoi ? Parce que quelle que soit la nature du système politique, quelle que soit la nature du régime, quel que soit le positionnement géographique du pays, les populations de ces pays savaient que le président américain pouvait avoir son action, ses décisions, pouvaient avoir des répercussions concrètes sur leur vie quotidienne. Ce qui n'est pas le cas lorsque le président d'un autre pays ou le monarque d'un autre pays est élu. Il y a 193 pays à l'ONU, pour 192 pays ou presque, la relation bilatérale la plus importante est la relation nourrie avec les États-Unis. Et ceci est vrai aussi bien pour les pays qui ont de bonnes relations avec les États-Unis que pour les pays qui en ont des mauvaises. Le fait que la relation bilatérale privilégiée soit celle avec les États-Unis est aussi vrai pour Israël que pour l'Iran. Israël et l'Iran n'ont évidemment pas le même type de relation avec Washington, mais pour les deux, ce qui compte, ce sont les États-Unis. C'est aussi vrai pour la Corée du Nord que pour la Corée du Sud. Il ne faut pas croire que la Corée du Nord s'intéresse d'abord à la Chine. La Corée du Nord veut la reconnaissance de son programme nucléaire par les États-Unis. Et donc pour eux, même s'ils font des diatribes anti-américaines quasi quotidiennes, c'est Washington qui compte, et pas autre chose. Et cela est aussi vrai pour, par exemple, le Venezuela ou la Colombie, qui ont aussi de types de relations tout à fait différentes avec les États-Unis. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays occupe autant l'attention et que, par définition, si pour 192 pays ou presque, la relation bilatérale la plus importante est celle avec Washington, eh bien, il y a un déséquilibre, parce que Washington n'a pas 192 priorités. Et d'ailleurs, on le voit. Lorsque un chef d'État ou un ministre d'un pays étranger se rend aux États-Unis, sa presse nationale est gorgée de nouvelles, de ce qu'il fait, etc. La presse américaine n'en parle pas. Sauf si le président est, disons, chinois, éventuellement, Premier ministre israélien peut-être, et encore. Et lorsque un ministre américain ou le président américain se rend dans un pays, la presse américaine ne rend pas trop compte ou de façon limitée, alors que la presse nationale fait ses grands titres sur le moment historique où le président américain débarque sur le sol national. Vous voyez donc bien le déséquilibre des relations. Et si on prend les 4 critères génériques de la puissance, on voit que les États-Unis sont en tête dans chacun d'entre eux. Et ils sont encore plus en tête si on réunit les 4 critères. Le premier, le critère militaire. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un pays dépense à lui seul la moitié des dépenses militaires mondiales. Cela n'est jamais survenu. Les dépenses militaires mondiales représentent environ 1400 milliards de dollars, entre guillemets et entre parenthèses, l'aide publique mondiale au développement, c'est 110-120 milliards, on voit la disproportion. Les États-Unis, à eux seuls, en dépensent 700 milliards. Donc les États-Unis peuvent protester contre la montée en puissance des dépenses militaires chinoises ou russes, qui est réelle, mais ils partent de loin, puisque les États-Unis font autant en dépenses militaires que les 192 autres États
membres des Nations Unies. Et ceci n'est jamais survenu de l'histoire. Le paradoxe, c'est qu'ils ne sont pas en sécurité pour autant. Le paradoxe, c'est que il y a la crainte de la menace asymétrique, bref, du terrorisme. Et lorsque les États-Unis ont subi le 11 septembre, ils dépensaient à l'époque 280 milliards de dollars en dépenses militaires. Vous voyez le bond qu'ils ont fait depuis. Les attentats du 11 septembre, quelques billets d'avion, nuit d'hôtel, cours de pilotage, achat de cutter, 100 000 dollars. On voit bien la disproportion et finalement, les dépenses militaires n'assurent pas la sécurité. Dans un monde globalisé, des grottes de Tora Bora, qui ne sont pas l'endroit le plus branché du monde, on peut organiser un attentat qui va atteindre le cœur même de la puissance américaine, World Trade Center, Pentagone, et si l'avion de United Airlines 93 n'avait pas été abattu, parce qu'en fait, c'est pas contrairement à la légende urbaine, c'est bien sûr pas les passagers qui se sont révoltés, il a été abattu pour éviter, il allait directement sur la Maison Blanche. Donc, première puissance militaire inégalée, première puissance économique, la Chine rattrape, mais le premier PNB mondial, c'est le PNB américain. Il fait plus du double ou du triple du PNB japonais, selon les taux de change. Les Chinois rattrapent, mais ils sont encore loin derrière. Si on fusionnait les 27 PNB européens, ils seraient devant, mais l'Europe n'est pas un État en tant que tel. Puissance également technologique. Steve Jobs, qui vient de disparaître, était l'incarnation de la puissance technologique américaine. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le film Social Network sur Mark Zuckerberg, créateur de Facebook, qui a joué un rôle relativement important dans le printemps arabe, par ailleurs. Et dès que l'on veut installer une pépinière d'entreprise de haute technologie, on dit qu'on va faire une Silicon Valley à la française, à l'indienne, à la normande, tout ce que vous voulez. Mais ce qui montre bien que la référence, c'est la Silicon Valley. Et Steve Jobs est mort, mais les grandes figures Microsoft, Google, etc. sont bien des grandes figures américaines. Et puis, dernier facteur de puissance, et ce n'est pas le moindre, ce qu'on appelle la puissance culturelle. Alors là, quand je parle de puissance culturelle pour les Américains, ce n'est pas le Louvre, ce n'est pas les châteaux de la Loire, c'est la puissance culturelle, avec un grand K, la puissance culturelle commerciale. Commerciale, mais qui a deux avantages. C'est du business, elle rapporte de l'argent et elle façonne les consciences. Hollywood rapporte autant que l'industrie aéronautique américaine. Pour un pays qui est en déficit structurel commercial, c'est quand même quelque chose d'important. Mais au-delà des devises que Hollywood rapporte aux États-Unis, c'est la façon dont il peut contribuer à créer un environnement culturel mondial favorable aux Américains. Quand Hollywood fait un dessin animé en 1940 qui est une parodie des Trois Petits Cochons de Walt Disney, où Hitler et le loup, les Trois Petits Cochons, construisent des maisons et en fait font un programme de réarmement pour combattre le loup, dessin animé de Tex Avery que peut-être certains d'entre vous ont vu, c'est pas que du divertissement. C'est aussi un message qui passe d'autant mieux qu'il est joyeux et drôle, et que c'est une propagande qui ne dit pas son nom, mais c'est une propagande. Grâce à Hollywood, on pense qu'il était heureux que les Indiens ne viennent plus embêter les gentils cow-boys. Or, l'histoire du génocide des natifs américains n'est pas tout à fait celle qui est racontée, à 2-3 exceptions près, Danse avec les loups, par Hollywood. Et quand c'est une exception, on en parle, mais c'est vraiment une exception. Pendant la guerre froide, bien sûr, Hollywood a été mobilisé au service de la lutte contre le communisme, et plus récemment, j'ai observé qu'un certain nombre de films, Johnny English, Taken, Rush Hour 3, Le Second Zorro, dans tous ces films, le méchant, le traître, le lâche était français. Revanche du refus de la France de participer à la guerre d'Irak, qui avait été très mal vécue, et sans qu'il y ait pour l'instant, quand c'est pour un temps un ordre de George Bush à Hollywood, les producteurs hollywoodiens se disaient, et convaincus eux-mêmes, qu'il fallait que le français incarne le mal, incarne la lâcheté, la couardise, l'absence de fiabilité par rapport à une tâche immense qui était de combattre l'Irak. Et puis, les universités américaines sont aussi un pouvoir de puissance extrêmement fort. Entre un quart et un tiers des étudiants qui étudient en dehors de leur pays le